C'est une artiste aux multiples facettes. Pianiste de génie, chanteuse engagée, Nina Simone reste une inspiration pour toute une génération. Elle aurait fêté ses 90 ans en février. À cette occasion, notre invitée, Sophie Adriansen, a sorti un livre BD pour retracer son histoire. Et on continue avec les albums. Je vous le disais en titre, c'est l'histoire d'une longue carrière, celle d'une pianiste et chanteuse, d'une artiste unique, Nina Simone. Et 2023 est une année riche en célébrations avec 2 anniversaires, les 90 ans de sa naissance et les 20 ans de sa disparition. Et à cette occasion, notre invitée, Sophie Adriansen, a sorti un livre qui retrace la vie de cette musicienne engagée. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, le parcours de Nina Simone méritait bien 19 dessinateurs différents. Pourquoi avoir choisi ce format entre le livre documentaire et la BD ? Ça permet de retracer toute la vie de Nina Simone, de sa naissance à sa mort, en 20 chapitres qui sont documentés. Donc il y a des informations biographiques précises, mais aussi de l'iconographie, des photos, les visuels des pochettes de disques, et aussi d'avoir 20 épisodes dans lesquels elle vit. On la voit vivre, on la voit grandir, on la voit tomber amoureuse, on la voit sur scène. Donc ça permettait aussi d'être au plus près de sa personnalité d'une manière moins figée que dans d'autres formats. Alors c'est une artiste engagée dès son plus jeune âge. Vous racontez la scène du récital en 1945. Là, elle a à peine 12 ans et on demande à ses parents qui sont installés au premier rang de laisser la place à des blancs. Comment va-t-elle réagir ? Eh bien, à ce moment-là, elle tient tête, c'est-à-dire qu'elle annonce à l'assistance, donc la salle est comble, qu'elle ne jouera pas si on ne redonne pas à ses parents leur place au premier rang. Et pour éviter l'esclandre, c'est finalement ce qui se passe. Ses parents, monsieur et madame Wemon, sont priés de revenir au premier rang pour voir leur fille jouer au piano. On peut dire que c'est le début de son combat ? C'est avec cet épisode qu'elle prend conscience qu'elle est noire, c'est ce qu'elle-même explique dans ses mémoires. Par contre, il faudra attendre vraiment longtemps pour qu'elle soit consciente du rôle qu'elle a à jouer et qu'elle devienne vraiment militante. Il faudra attendre pour ça 1963. Quelques années plus tard, elle rêve d'être pianiste classique, mais elle n'est pas reçue au conservatoire et elle attribue cet échec à sa couleur de peau. Quel rôle ce refus a-t-il joué dans sa carrière ? C'est le drame de sa vie, parce que jusque-là, elle s'est préparée à une chose et une seule, devenir concertiste classique. Et elle a même l'ambition d'être la première concertiste classique noire des États-Unis. Bon, il y a eu Hazel Harrison, mais à ce moment-là, elle ne le sait pas. Et à partir du moment où elle est refusée au conservatoire, elle pense qu'elle n'a plus aucune possibilité professionnelle, rien comme avenir dans la musique. Donc c'est vraiment un drame pour elle, un drame fondateur, bien sûr, de sa carrière, mais aussi de cette blessure identitaire qui ne la quittera pas. Vous avez une scène préférée dans ce livre, un moment particulièrement fort ? Il y a un moment qui me semble déterminant, c'est en 1963, quand elle décide qu'il y a eu un massacre de trop perpétré sur les Noirs américains. Là, en l'occurrence, 4 fillettes qui ont été tuées par une bombe du Ku Klux Klan dans un cours de catéchisme. Et là, elle décide d'aller fabriquer une arme. Donc, elle descend au garage de sa maison pour fabriquer un pistolet et tirer. Et son mari qui rentre à la maison lui dit « Mais ton arme à toi, c'est la musique ». Alors elle s'installe au piano et c'est là qu'elle compose sa première chanson contestataire, sa première protest song, Mississippi Goddam. Et à partir de là, elle ne cessera plus jamais d'être engagée aussi dans ses chansons. Et d'utiliser la musique comme une arme. Comment a-t-elle choisi son nom de scène ? Alors, déjà, elle l'a choisi pour que sa maman ne sache pas qu'elle allait jouer du jazz dans les bars, parce que sa maman était religieuse, pasteur, et pour elle, la musique autre que religieuse ou classique, c'est de la musique du diable. Donc, pour pouvoir jouer incognito, elle se choisit ce nom de scène. Nina, parce que son petit ami latino Chico l'a surnommée Nina, donc elle fait sauter le tilde. Et Simone, parce qu'elle est allée voir certains films français quand elle était étudiante, et notamment Casque d'Or, avec Simone Signoret. Donc, c'est en référence à Simone Signoret qu'elle a le nom de Simone. Alors elle est devenue une star très connue avant d'avoir une période un peu plus compliquée dans sa carrière. Sa carrière a été vraiment chahutée à la fin des années 70. Que représente la France pour Nina Simone, parce qu'elle s'est réfugiée en France à la fin des années 70. La France, c'est effectivement là qu'elle passe les 20 dernières années de sa vie. C'est là qu'elle meurt. C'est aussi la France qui relance sa carrière
parce que c'est une publicité pour le parfum Chanel numéro 5 avec Carole Bouquet, filmée par Ridley Scott, qui utilise en bande-son My Baby Just Cares For Me, une chanson qu'on retrouve sur son tout premier album, et qui fait redécouvrir Nina Simone d'abord à l'Europe entière, puis au monde entier. Et donc, il y a une affection particulière pour le public français, même si elle n'est pas très à l'aise avec cette chanson, qu'elle finit même par détester. Mais du coup, il y a quelque chose d'affectif entre Nina et la France. Et elle a aussi repris, par exemple, Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et elle s'est mise à parler français. Et d'ailleurs, elle n'a pas touché d'argent avec cette publicité, enfin avec cette chanson reprise dans une publicité, parce qu'elle avait très mal négocié ses droits. Parce qu'elle avait signé son contrat sans le lire et qu'elle cédait tous ses droits à la maison de disques, effectivement. Alors à la fin de sa carrière, même à la fin de sa vie, le conservatoire va finalement lui remettre un diplôme honorifique pour s'excuser, entre guillemets, de ne pas l'avoir reçu. Mais elle va rester frustrée. Pourquoi ? Alors oui, c'est assez ironique cette distinction parce qu'elle arrive 2 jours avant sa mort. Nina Simone est diagnostiquée bipolaire et en fait, elle dit qu'en elle, il y a Eunice Wemon, c'est son nom de naissance, celle qui voulait faire de la musique classique, et il y a Nina Simone qui, elle, est devenue une star avec une musique que finalement, elle n'a pas totalement choisie. C'était une carrière par défaut, et que ces 2 personnalités habitent en elle, et elle est convaincue qu'elle aurait été plus heureuse si elle avait été Eunice Wemon tout au long de sa vie. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui le succès qu'elle rencontre toujours en France ? 20 ans après sa disparition, elle reste l'une des plus grandes vendeuses de disques de jazz en France. C'est du jazz vocal, donc c'est la partie du jazz qui est peut-être la plus accessible. Et puis, sa discographie est tellement large, avec aussi des reprises très variées, que finalement, tout le monde trouve forcément quelque chose à aimer ou à adorer dans les morceaux de Nina Simone. Et on a tous, je crois, une chanson favorite de Nina Simone. Elle rassemble. Eh bien, merci à vous d'avoir été notre invité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. L'actualité, c'est également sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous.